in French. Effectivement, on a 30 minutes pour évoquer ce qui fait le succès d'un programme de gestion des talents. Et pour répondre à cette question, on va explorer ensemble les résultats d'une enquête que Cornerstone a fait récemment. Cornerstone, 7000 clients, 125 millions d'utilisateurs, 44 langues. 44 langues, pourtant, je suis désolé, 44 langues, dont le français. 3 secondes. Ah, à votre avis, 3 secondes, ça veut dire quoi? C'est le plus mystérieux de nos indices. Ça veut dire que dans le monde, toutes les 3 secondes, il y a un individu qui ouvre un contenu de formation Cornerstone. Toutes les 3 secondes. Donc voilà, donc on aimerait ça. Alors, petite histoire, 2024, 25 ans que Cornerstone grandit avec tous ses clients et avec une idée originelle qui est qu'effectivement, dans nos vies personnelles, dans la vie de l'entreprise, rien ne change vraiment tant que quelqu'un n'a pas appris quelque chose de nouveau. Et d'une certaine façon, tout ce qu'on a pu construire et tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur la gestion des talents part de cette conviction de départ. Alors, par rapport à cette conviction de départ, ce que moi je me propose de voir avec vous dans ces 27 minutes qui doivent me rester, c'est quelques défis de 2024. Vous présenter un outil pour vous aider à piloter vos projets de gestion des talents et de vous montrer les résultats d'une enquête et les bonnes pratiques de programmation, enfin de gestion d'un programme d'évolution des talents que ça produit. Et puis, de vous laisser la parole parce que je me dis qu'après tout que dans ce genre d'événement, si on ne cherche pas à interagir, c'est dommage. Alors, j'ai essayé un truc que j'avais jamais essayé avant et je vais l'essayer avec vous tout de suite. Est-ce que vous avez un téléphone sur vous? Oui. Alors voilà. Je fais du conseil depuis très longtemps et moi j'ai été grandi à une méthode d'animation toute bête et un peu ancienne qui s'appelle le portrait chinois. Si tu étais une fleur, nanani, nanana. Bon. Alors là où je voudrais que vous me racontiez, et c'est pour ça que c'est mieux qu'on le fasse en français, même remarque, ça peut être en anglais, ça peut être rigolo. Donc je voudrais que vous me disiez si vos projets de gestion des talents étaient une onomatopée, et j'aurais eu du mal à le traduire en anglais, onomatopée, donc c'est pour ça que ça tombe bien que je puisse vous le dire en français. Qu'est-ce que ce serait que cette onomatopée? Voilà, merci. J'allais dire, voilà, flop, waouh. Hein, donc, dans les belles onomatopées, vous avez le crack boom U de Jacques Dutronc. Brigitte Bardot et Gainsbourg ont fait des choses très sympas aussi dans Comic Strip en termes d'onomatopée. Bon, et j'ai jamais testé ça. Est-ce qu'on peut désigner, caractériser un projet sous la forme d'une onomatopée? Donc, je vous laisse 2 secondes de jouer. Je regarde même pas. Et je vois au visage de certains d'entre vous que ça a l'air pas mal comme question. Alors, faut être créatif. Hein. Bof. Ah oui, c'est bon ça. Flop. Aïe. Splash. Arf. Oh, c'est très bon. Arf. Bon. Ah ouais. Je vois la tête des gens qui regardent de l'extérieur et qui n'ont pas entendu la consigne et qui voient ça, qui disent mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, alors, bof, waouh, grrr, ah. Bon, prout. Ah ouais, tiens, d'accord. Ah ouais, je dirais ça à ma fille, ça va la faire rire. Elle est à l'âge où ça les fait rire, beaucoup. Et donc, bon, bah, très bien. Bon, bref, c'est pas mal, hein. Je le dis en termes de technique d'animation, vous voyez, alors c'est vraiment de la technique d'animation, je veux dire, à 2 balles, hein, c'est pas très compliqué, mais ça produit quand même. Donc, j'entends plutôt, si je tente une reformulation, n'est pas évidente, que c'est quand même pas la Voie lactée, quoi. C'est quand même pas le truc super, c'est pas le wouh, hein. Donc on va essayer de voir pourquoi.
Alors, on va essayer de voir pourquoi. Déjà en disant qu'effectivement, les programmes de gestion des talents en 2024, ils doivent faire face à un certain nombre de défis. Premier défi, regardez ce truc. Cette pénurie de talents, est-ce que vous vous souvenez? Alors, vous savez, j'ai vu cette stat publiée avant l'été 2023, que le taux d'emploi en France, le taux d'emploi, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de gens qui travaillent, était le plus élevé depuis 1976. C'est-à-dire qu'en 2023, la France avait retrouvé un taux d'emploi supérieur à ce qu'il était en 1976. Vous aurez si vous m'écrivez, vous les aurez. Voilà, pas de souci. Donc ça, c'est quand même un phénomène important. Deuxième phénomène, fort turnover, 26%. Alors, j'ai cherché la stat. L'année dernière, on avait commencé l'année par une stat qui était incroyable et qui faisait beaucoup de débats quand on se voyait comme ça à plusieurs. Il y avait une stat du Parisien, je cite mes sources, qui disait 60% des Français attaquent l'année avec l'idée qu'ils vont changer de boulot. Et c'est énorme, hein, 60%, regardez, 60%, c'est ça, c'est là. Donc voilà, c'est-à-dire que si nous tous là, ben voilà, vous tous, vous vous dites, tiens, je vais peut-être changer de boulot dans les 12 mois qui viennent. Donc c'est sûr que faire du développement des talents, quand tout le monde se demande où on va atterrir dans les 12 prochains mois, n'est pas simple. Troisième constat, c'est alors que effectivement, on va dire que le Covid l'avait laissé un peu à bas bruit et que ChatGPT remonte le truc en termes de lignes, mais c'est vrai que la transformation permanente des métiers, des emplois, la digitalisation est un phénomène qui continue. Un phénomène qui continue et qui s'accroît avec des stats intéressants. 30% seulement des patrons, des PDG pensent que leurs équipes ont les bonnes compétences dans ce domaine-là. 72% considèrent que c'est une de leurs priorités absolues. Ce sont des stats qui datent d'octobre 23. Et alors, un phénomène très intéressant, dans une de nos études, 63% des jeunes, les fameux digital natifs, ils connaissent tous TikTok et ils sont nés avec un portable au bout du bras. Eh ben, on a plutôt des dirigeants et des entreprises qui disent mais ils n'ont pas forcément l'aisance avec les outils digitaux et les compétences digitales qu'on attendrait. Donc, c'est quand même pas simple. Et je comprends un peu mieux, je vous les remontrerai tout à l'heure, vos onomatopées du début. Alors, bon, une bonne nouvelle quand même, c'est que dans beaucoup d'organisations, la réaction s'organise. Deux stats que j'ai trouvées intéressantes, c'est le World Economic Forum qui publie ça il y a quelques semaines. 81% des entreprises ont décidé d'investir en formation et 80% des organisations accélèrent leur automatisation des processus. Donc ça bouge quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation est compliquée, mais les organisations, les entreprises sont plutôt en mouvement. Autre stat, c'est des challenges. Oh oui, j'ai vu ça. Je trouve alors c'est bien. Je trouve qu'en ce début d'année, on en parle un peu plus. Quand même, les risques psychosociaux sont 4 fois plus élevés enfin, sont en croissance et ont des conséquences très importantes sur la rétention des collaborateurs, d'une part. L'IA, tout le monde en parle. Et encore, ça a été fait. Il y a 2 mois, ce slide-là. Donc, effectivement, on était avant ChatGPT 4 et sa diffusion grand public. Et 22% des entreprises estiment qu'elles ne sont pas prêtes. Donc, c'est sûr que faire des programmes d'upskilling, de reskilling, de développement des compétences est un défi. Alors, pour finir ce tableau, vous avez en même temps des collaborateurs qui vous en demandent plus. Regardez les stats qui sont dans nos enquêtes d'octobre. 41% des collaborateurs disent qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin pour se développer. 62% voudraient bénéficier de plus de coaching et de mentorat. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent je voudrais plus de formation et d'accompagnement et je voudrais d'autres modes de pédagogie.
Je voudrais être formé autrement et apprendre et me développer autrement que je ne l'ai été jusque-là. Et pour finir, les entreprises sont généralement perçues comme étant un peu à la traîne en tout cas, au moment, ils ont peut-être accéléré depuis le début de l'année, mais en tout cas, fin 2023, c'était ça les constats. Donc, du coup, pas mal de choses à faire. J'ai trouvé cette étude-là. Je voulais vous la montrer, même si c'est écrit un peu petit. Il y a 3 ans, le cabinet Cognizant se réunit des prospectivistes et commence à imaginer toute une série d'articles qui s'appellent 21 métiers nouveaux pour le 21e siècle. Et ça a tellement de succès qu'ils en font un spécial pour les DRH. Et ils imaginent quels sont les 21 métiers RH qui vont émerger dans les années 20. Alors, je vous laisse regarder les... Souvent, je demande, mais là, on n'a pas le trop. Quand on est en plus petit comité, hein, si on se recroise, je dis qu'est-ce que vous avez comme job chez vous? Est-ce que vous avez déjà des work from home facilitators? Est-ce que vous avez des coachs qui aident les gens à télétravailler sereinement? Est-ce que vous avez des correcteurs de biais algorithmiques qui auditent votre machine à sélectionner les CV, par exemple? Bon, ouais, je voulais vous le montrer, vous pourrez le relire tranquillement. C'est pas mal, et franchement, la description, il y a tout un document qui décrit ça. C'est assez bien outillé. C'est un peu fait avec humour. C'est-à-dire, je connais quelques personnes de l'équipe qui ont fait ça. Ils se sont lâchés. Ils se sont dit, tiens, on va imaginer. Ils ont vraiment fait de la prospective. Mais quand on regarde bien, il y a des choses qui peuvent vous donner des idées. Bref, il s'agit de faire bouger les compétences dans les organisations, sachant que vous-même, dans vos DRH, les métiers sont en train de... vous devez faire face à ces changements. Et la fameuse stat, enfin, je veux dire, il n'y a pas un slide, une présentation, on vous dit, rappelle pas que 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas. Bon, stat de 2019, parce que comme je la vois beaucoup, j'ai essayé de savoir quand elle venait, de quand elle date de 2019. Alors, et puis pour terminer, comment développer les compétences de gens dont on nous explique qu'ils sont en train de quite quitter? Je ne sais pas si quite quitter, enfin, je trouverai. La démission silencieuse. D'accord? Bon, bref, donc par rapport à ça, alors, c'est quand même impressionnant, notamment en France. Regardez, 6%, c'est Gallup 22, hein, donc vous savez, c'est l'étude régulière que fait Gallup sur ce sujet. Regardez, la stat, elle est quand même assez impressionnante. Hein, 85% peu impliqués dans leur job. Bon, voilà. Alors là, de 2 choses l'une. Soit on arrête, soit on passe à autre chose. Alors, moi, je voulais faire une petite stat parce que je la fais régulièrement. Vous me diriez, chez vous, là, qu'est-ce que c'est que je vois dans cette salle? Vous êtes venus parce que ce qui vous tracassait le plus, c'était quoi? La pénurie des talents, le fort turnover, l'adoption de l'IA, les aspirations à une mobilité apprenante, l'engagement. Alors moi, c'est ça, moi j'ai un quorum. Quand je vois le nombre que vous êtes, moi, à moins de 20 votes, allez, 20 votes, je voudrais 20 votes. Dites-moi un peu. Ah, 19, ah oui, non, mais c'est ça. Voilà, vous voilà connecté. 25, engagement, d'accord. Turnover, la transformation des pratiques, d'accord. OK. Donc de l'engagement. Alors, bon, ce que je vais vous présenter, en fait, on va dire que c'est d'une certaine façon cette façon d'agir qui garantissent, qui aide, voilà, qui contribue à l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire, s'il existait, par exemple, des réservoirs de collaborateurs engagés et pas engagés, ce serait bien plus simple. Hein, on prendrait que des engagés, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ça dépend quand même beaucoup de ce qu'on fait, quoi. Ouais, hein, c'est le contexte qui fait que je me dis que ça vaut le coup de m'engager. Alors, on va essayer de voir. Merci beaucoup pour ça. Oui, c'est assez net quand même, hein, comme étant les 2 principaux défis, c'est quand même les gens. Alors, pour faire ça, chez Cornerstone, on a pour vous aider à réfléchir à ces questions-là, on a sorti en octobre dernier
un outil qui s'appelle le Global Talent Health Index. Le Global Talent Health Index, c'est plusieurs choses. C'est la proposition de 4 niveaux de maturité d'un dispositif de gestion des talents, avec une description de ce que ça veut dire. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Donc, depuis, je fais le minimum pour être en règle avec la loi, jusqu'à, je considère que la gestion des talents chez moi, c'est un véritable levier de transformation de l'entreprise. D'accord? Donc, on a proposé ces 4 niveaux-là aux organisations. On le propose aux organisations. Et on a dit, bon, on voudrait vous proposer de vous positionner sur ces 4 niveaux par rapport effectivement à ces 7 domaines-là. C'est-à-dire qu'il reste toujours des débats, et c'est sûrement une très bonne chose, sur de quoi parle-t-on quand on parle de gestion des talents, hein? Est-ce qu'on parle que de mobilité? Est-ce qu'on parle de plan de succession? Est-ce qu'on parle de formation? Donc voilà, nous, on englobe ça dans ces 7 domaines-là. La culture et la techno, la performance, la stratégie de compétences, la mobilité, la formation, le développement, le pilotage de mes talents et aussi la stratégie de contenu de formation. Et donc, je voudrais partager avec vous ce qu'on a découvert et mes fameuses 7 clés. Elles nous disent quoi? Elles nous disent qu'en moyenne, alors voilà, en moyenne, les organisations par rapport à mes 4 niveaux sont au milieu. Voilà, on n'est pas complètement au début, mais on n'est pas non plus dans des niveaux de transformation incroyables. Alors, on a fait une étude un peu différenciée par région. Et la France n'est pas forcément la plus mature des zones dans lesquelles on a fait tourner notre enquête. Donc, première chose. Deuxième chose, quelque chose qui nous préoccupe et nous intéresse beaucoup, c'est qu'on a évalué l'écart qu'il y a, et on appelle ça chez Cornerstone le Skill Confidence Gap. Là, il est là, là. Donc le Skill Confidence Gap, c'est l'écart qu'il y a entre, quand je pose la question à un employeur, est-ce que vous pensez que vous savez quelles compétences il faut développer pour vos collaborateurs? Eh bien, on nous répond, en France, on nous répond 80%, ils disent « ouais, je sais ce qu'il leur faut ». Quand on pose la même question aux collaborateurs, est-ce que vous avez le sentiment que votre employeur a identifié les compétences dont vous auriez besoin aujourd'hui pour avoir du succès demain? 59% dans le monde et 46% en France disent oui, mon employeur a compris. Alors ce matin, j'en parlais avec une dame qui m'a dit « oh, c'est énorme, hein ». Alors moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que moi, je pensais franchement qu'on n'arrivait pas plus à convaincre plus de 10% des gens. Donc si vous me dites qu'en France, on arrive à convaincre 46% des gens, c'est quand même une super nouvelle. Bon. Et donc, ce gap, c'est les 30%, c'est-à-dire on n'est pas d'accord en matière de compétences sur qu'est-ce qu'il faudrait apprendre, qu'est-ce qu'il faudrait développer. Donc c'est quand même aussi un sacré challenge pour ceux dont c'est le métier que d'inventer et de construire des programmes de gestion des compétences. D'autant plus que quand on pose la même question sur est-ce que vous avez le sentiment que les dispositifs qu'on met en place sont les bons dispositifs, 88% des entreprises, des employeurs, des dirigeants disent oui. Ouais, on a un super système, super dispositif de gestion des talents, 88%. Quand on pose la question aux collaborateurs, bon bah vous voyez, ah voilà, ça s'appelle l'effet des mots, la zapette ne marche plus, bon tant pis, elle est à court de batterie. 45% en sont convaincus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Bon, ça vous verrez. C'est intéressant aussi parce qu'effectivement, ce n'est pas notre sujet, mais on leur a demandé qu'est-ce qu'ils attendaient d'un dispositif, c'est-à-dire quelles étaient les qualités d'un dispositif de développement des compétences et des talents, les sujets. Donc vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs parce que là, pour le coup, tout le monde est assez aligné. Donc quand on parle de culture d'apprentissage qui peut bouger d'une organisation, on voit que pour le coup, vous voyez, il n'y a pas des écarts incroyables, à part peut-être, ce qui m'a fait toujours rire là, c'est que 80% des salariés dans le monde trouvent qu'effectivement un dispositif de formation, ça doit aider l'entreprise à atteindre ses objectifs.
En France, on est à moins de 70. Mais on va dire c'est le petit dernier écart qu'on peut voir s'il s'agit d'être polémique pour le plaisir d'en rigoler et d'en discuter ensemble après. Alors, donc, c'est la promesse de cette présentation. Il est quelle heure? Ah oui, bah oui, si j'attaque la promesse à moins 10. Donc, 7 leviers. Donc, 7 leviers, en fait, les leviers, je suis allé les chercher dans les résultats de l'enquête. Parce que dans les résultats de l'enquête, on a séparé notre échantillon à un moment donné en 3. On a dit, bon, on va prendre l'entreprise type moyenne, celle qui fait 88%, là, qui est au milieu. Et, ah ben voilà, j'ai trouvé un autre truc. Ah ben ça marche. J'en avais une autre fonctionnalité que je ne connaissais pas. Et on regarde dans notre échantillon, on a identifié 20% à peu près des entreprises, ceux qui avaient les meilleurs résultats. C'est-à-dire les meilleurs résultats selon une compréhension, j'allais dire, traditionnelle de ce que c'est que la performance. Chiffre d'affaires, des clients contents, je retiens de la rétention forte des collaborateurs, voilà. Et on a regardé ce que faisaient ces entreprises-là en matière de gestion des talents et ce qu'elles faisaient surtout de différent par rapport aux autres. Et la vérité, c'est que les meilleurs, en matière de gestion des talents, sont les meilleurs. Non mais, il y a une espèce de phénomène, un cercle vertueux qui s'engage. Plus on est bon en gestion des talents, plus on est performant comme organisation, ou plus on est performant comme organisation, plus on ose des trucs et on fait des choses en matière de gestion des talents qui sont performantes. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on regarde, alors du coup, oui, on a fait deux choses. On a aussi identifié ceux qui étaient les moins performants et voir ce que faisaient les moins performants de différents des autres. Et effectivement, les moins performants aussi sont différents des autres. Les meilleurs, ils sont meilleurs dans 3 domaines. La stratégie et compétences, on va y revenir, stratégie de contenu, mobilité des talents. Les moins bons, ils sont moins bons en matière de culture, ils sont moins matures en matière de culture et de technologie, ils sont moins matures en termes de rapport à la mobilité, ils sont moins matures en termes de reporting et de pilotage de la réalité de la vie des talents chez eux. On va prendre des exemples. C'est mon deuxième levier. Agir sur la stratégie de compétences. Quand on demande dans l'enquête, toute l'organisation se concentre sur l'identification des compétences actuelles et futures en lien avec la stratégie, toute l'organisation. Donc c'est la question de tout le monde, des managers et pas simplement de la fonction RH. Les meilleurs, ils disent, c'est vrai, à 77%. Les moins bons, vous voyez, les moins bons, ils sont 23 à travailler là-dessus. Donc effectivement, deuxième levier, en fait, après avoir... Le premier, c'est regarder ce que font les meilleurs. Et le deuxième, c'est commencer à s'en inspirer, notamment en matière de compétences. Donc il y a une véritable focalisation des organisations les plus performantes sur l'identification des compétences, des compétences, des compétences. Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Troisième levier, qui est aussi donc une des qualités des meilleurs, c'est la façon dont les contenus d'apprentissage sont continuellement adaptés à ce que sont les priorités stratégiques de l'organisation. Tout ce qui est disponible en termes d'accès à de la connaissance est passé au filtre et promu en fonction de sa capacité à nourrir les niveaux de compétences qui sont associés aux stratégies et aux priorités de l'entreprise. Ça a l'air trivial comme ça de le dire, mais pour le coup, on a statistiquement des preuves qu'effectivement, là-dessus se concentrent les meilleurs. Troisième sujet, c'est le lien entre le management de la performance et la mobilité. C'est-à-dire qu'on voit que chez ces meilleurs, quand on leur pose la question, nous menons un processus d'évaluation des talents pour tous les employés. Il est activement utilisé dans les décisions de mobilité et alimente les plans de développement. Bon, 80% des organisations les plus performantes disent oui, c'est comme ça qu'on fait. Quand on pose la question à ceux qui ont les moins bons résultats, il n'y a que 20% des organisations chez qui cette proposition, elle éveille en disant « Ah oui, tiens, ah c'est pas bête ça, oui, on pourrait faire ça ». Des fois, ils le disent. Mais en tout cas, ça n'éveille que 20% d'accord chez nos interlocuteurs. Cinquième levier, ce qui est assez frappant chez les organisations les plus performantes, c'est qu'elles ne sont pas juste performantes dans un
dans un coin du périmètre de la gestion des talents. C'est-à-dire elles font tout de façon systémique. Elles considèrent qu'effectivement, ça ne sert à rien de bien faire de l'évaluation de la perf ou de la bonne cartographie des compétences si tu t'en sers pas pour faire de la mobilité, si tu t'en sers pas pour faire de la rému, si tu t'en sers pas pour faire du recrutement, si tu t'en sers pas pour faire des liens avec tes partenariats et savoir comment tu travailles ton écosystème et comment tu travailles tes collaborations avec l'écosystème. C'est-à-dire, elles ont vraiment... Bon, j'ai essayé de traduire ça pour le coup, c'est mon collègue anglais, parce qu'il l'avait fait en anglais. Mon collègue anglais de Cornerstone, et il était vachement content de son truc parce que Align, Balanced, Connected, ça claquait bien. Il était très content de son acronyme ABC. Alors j'ai essayé de vous le traduire comme ça. Mais bon, vous voyez quand même l'idée, quoi. Cette idée d'approche holistique de la gestion des talents, ça c'est un vrai phénomène très net qu'on observe dans cette étude. 6e levier, c'est le travail sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de secret. Les organisations qui ont les systèmes de gestion des talents les plus matures sont les organisations qui y investissent. Et je sais, pour passer beaucoup de journées avec certains d'entre vous qui me disent désespérés, j'ai pas de sous, j'ai pas de budget. Je sais que c'est un vrai sujet. Et je vous montre cette stat parce que si vous avez des discussions avec certains sur mais est-ce que tu es vraiment sûr qu'on ne pourrait pas faire aussi bien avec le même budget qu'avant? Bon, bah, vous avez là des stats. Alors, vous pouvez, voilà un exemple d'un travail que j'ai fait avec un patron de la formation qui voulait moderniser son système. C'était aussi être capable de mettre des chiffres et des progrès derrière les investissements qu'on fait en matière de gestion des talents. Donc voilà, on est tombé d'accord avec ce client qui voulait un dispositif de formation modernisé, j'ai pris ces mots, sur qu'est-ce qu'il allait raconter à ses dirigeants, sur ce que ça rapportait pour lui et pour l'entreprise d'avoir un dispositif de formation modernisé. On est tombé sur ces 4-là. Un upskilling plus rapide, un temps de montée en compétences des nouveaux arrivants plus rapide aussi, l'agilité des équipes dans le pilotage des programmes de formation et la réduction des démissions. Et donc, on s'est intéressé à essayer de construire la valorisation monétaire de... Tout va bien? Non, c'est bon. On a voulu, derrière, valoriser monétairement, en termes financiers, ça représente combien d'argent quand on baisse de 20% le temps d'upskilling? Ça représente combien d'argent quand on améliore de 10% le temps de montée en compétences? Vous savez que le temps de montée en compétences, on a des benchmarks qui disent qu'en moyenne, quelqu'un est au niveau de performance qu'on attendait de lui quand on l'a recruté, qui est de 5 à 8 mois. Donc nous, on n'a pas été gourmands avec ce responsable formation. On dit, on va améliorer de 10%. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens soient prêts, et on a même pris une stat plus conservatrice, on a dit, bon, bah, chez nous, ils sont vachement bons, les candidats, donc on va dire 3 mois. On a dit, allez, et si on gagnait 2 semaines? Si on gagnait 2 semaines pour pouvoir avoir des gens qui sont au niveau de perf qu'on attend d'eux. On a valorisé 33% de coûts de gestion administrative des programmes de formation. C'est-à-dire comment l'équipe vérifie que ça marche pas, les gens le font pas, les compétences sont acquises. Et on a identifié ce que ça permettrait de faire en termes de rétention, une expérience apprenant mobilisatrice. Et ça a été votre premier mot, on cherche à dégager de l'engagement. Voilà, on est arrivé à des chiffres. Alors vous allez me dire, ça dépend de quelle entreprise on est. On est dans une entreprise, allez, pour vous donner, on est dans une PME de 1200 personnes. 1200 personnes qui vendent de l'ingénierie au monde industriel, d'accord, pour vous situer un peu l'univers professionnel. Et mon client m'a dit, tiens, on va faire un truc, plutôt que de faire un ROI, machin, on va présenter à l'équipe de direction, on va diviser ce qu'on a trouvé en coût annuel par 12, et on va appeler ça le coût de ne rien faire. Et donc, il est allé présenter ça en disant, voilà, tous les mois où on ne fait pas quelque chose, où on reste inactif, c'est 129 000 € qui sont là, dans l'air.
Donc ça, c'est quand même une bonne pratique. Enfin, moi, je fais ça au quotidien, hein, c'est mon métier chez Cornerstone. Je peux vous dire quand même que ça change un peu les discussions quand on rentre dans le détail de combien ça coûte, combien ça rapporte. Enfin, dans l'approche systémique, non, ce qui est intéressant, c'est utiliser la techno, l'adoption des outils, l'IA et le machine learning, l'accent sur... Ce qui est très frappant, c'est que les meilleurs, ils font plusieurs choses en même temps. Ils ne sont pas juste ce qu'un de mes anciens patrons appelait le spécialiste du balai à trois poils, c'est-à-dire le type qui fait qu'un truc, il fait tout le temps toujours pareil. Non, ils essayent plusieurs choses. On a dit qu'il fallait avoir une approche systémique de ce que c'est que le dispositif de gestion des talents. Ben, ils ont des programmes de transformation qui sont multi-initiatives aussi. Et vous voyez, voilà, vous verrez les illustrations que ça représente. Enfin, pour se lancer, voilà, c'était quelques conseils sur les bonnes questions à se poser. Est-ce que vous êtes sûr que votre stratégie, elle est orientée et fondée sur la croissance et le développement des collaborateurs? Est-ce que le temps et le budget nécessaires, vous les avez? Est-ce que votre culture d'apprentissage est une culture qui favorise justement le succès de vos projets parce qu'ils sont dans l'ADN de tout le monde? Est-ce que vous avez les bons systèmes? Et est-ce que vous avez notamment des cadres professionnels qui permettent d'avancer là-dedans? Donc voilà quelques questions à se poser pour être sûr de réunir au final ces 7 leviers clés pour la réussite de vos dispositifs de gestion des talents. Il est 5h01. Oui, j'arrête. J'ai juste ma dernière... Non, c'était juste un petit... Bah, en plus, ça ne marche plus. Alors, vous voyez, c'est bien le signe. J'avais une dernière statistique à vous montrer. Bah, écoutez. Bon, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Parce que j'avais une petite statistique pour... Mais si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas, contactez-moi si vous voulez les résultats de cette enquête. Sont disponibles, vous avez l'enquête imprimée sur le stand de Cornerstone et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup.